Merci à tous d'être présents pour ce Café Regen numéro 7, où on se retrouve sur un thème qui nous est cher, sur le déploiement d'une stratégie d'amplification. On avait envie, avant de démarrer tout de suite dans le vif du sujet, alors déjà de se présenter, enfin, Yael et moi, parce que ce sera nous, vos hôtes pour ce Café Regen. Et puis ensuite, de vous poser une petite question. Donc, moi, je suis Vanessa Milewski, je suis designer de transformation chez Infusio depuis septembre 2023. Euh, et j'ai un parcours en design de marque et je me suis reconvertie il y a 2 ans pour accompagner la transformation durable des organisations. Yael, je te laisse te présenter rapidement. Ouais, donc moi je suis Yael Guillon, je fais partie des meubles chez Infusio, parce que ça fait presque 20 ans que que je travaille au sein d'Infusio, et j'aime bien faire de la prospective et accompagner des organes dans leur transfo et dans leur chemin surtout vers des modèles à fort impact social et environnemental. Petite question à vous poser. Dans le chat, on aurait aimé savoir, d'après vous, qu'est-ce qui se cache derrière ce mot amplification au regard des trajectoires de régénération, de la régénération des organisations. Vous pouvez écrire directement dans le chat ce qui vous vient par la tête quand on parle de ce mot amplification. On va avoir un plus gros impact, acculturation d'un maximum d'entreprises pour une trajectoire plus rapide, marquée, engendrer une dynamique, démultiplier l'impact, essaimer, diffusion, accélération, accélération, boucle d'amplification vertueuse, amener plus d'entreprises à aller vers le regen, une dynamique effrénée, Mhm. C'est beau ça. amplification des impacts positifs des acteurs touchés, essaimer, encore une fois, résonance de la puissance du vivant, accélérer, être régénérative en dehors de sa chaîne de valeur, ouais. Déploiement, diffusion, résonance. Mhm. Et se mettre en phase On avec ça. est, ouais, on est pas mal. Ouais. Je ne sais pas si vous avez tous participé aux précédentes éditions, mais là, vous avez devant vous les principaux thèmes qu'on avait abordés, notamment du moment où comment on imagine, comment on fait du rêve de l'entreprise régénérative une réalité. Et puis après, on a développé au cours de des autres cafés les leviers vers le régénératif. Donc les trois en synthèse. Et puis ensuite, on est rentré dans la profondeur de la gouvernance, de la culture, de la managériale, pardon, et des business models. Et le dernier était aussi un moment assez particulier avec la pratique d'un leadership régénératif où on a pu aussi s'exercer au cours d'une méditation guidée. Je laisse la parole à Yael sur l'amplification Mhm. et je vous retrouve plus tard. Effectivement, l'amplification, on est sur quelque chose qui fait écho aux logiques de diffusion du son dans l'espace. Donc, on est dans une diffusion intense, multidirectionnelle, et c'est ça qu'on va regarder, c'est comment on génère ça. Dans le cadre de l'accompagnement des transfos ou dans le cadre des transformations de sa propre organisation. Ce qu'on va regarder aujourd'hui, après avoir décortiqué un petit peu les différents éléments de l'amplification, aujourd'hui on va aller regarder plus spécifiquement comment on fait pour faire ce saut quantique, celui qu'on a entouré d'une ellipse là. Dont on a parlé plusieurs fois et qui est l'élément le plus complexe pour passer d'une logique d'une entreprise restaurative à une entreprise ou une organisation régénérative. On sait que c'est pas une logique linéaire, il y a quelque chose de plus puissant qui arrive puisque c'est un véritable changement de paradigme. Et en fait, l'amplification est un moyen de regarder ça de façon différente euh, pour, euh, pour aller vers ce saut de paradigme. Si on prend un peu de recul sur tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, il y a un truc qu'on n'a pas regardé, puisqu'on était plutôt centré sur les entreprises ou les organisations. Il y a un truc qu'on n'a pas regardé, c'est l'emballement climatique. C'est l'accélération exponentielle de tous ces dérèglements, de la disparition du vivant sur la planète, du dépassement successif de plus en plus fréquent, ou en tout cas de plus en plus rapide des limites planétaires. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout regardé. Et pourtant,
tout ce qu'on fait autour des enjeux de régénération, c'est vraiment centré sur essayer de contrer, au moins partiellement, cet emballement climatique, ces dérèglements-là, pour préserver au maximum la vie et et le vivant et nous-mêmes, nous en tant qu'humains, sur cette planète. En fait, c'est lié au fait que le cerveau humain n'arrive pas à saisir clairement tout ce qui s'appelle la logique exponentielle et qu'on ne comprend pas comment ça fonctionne. On en a parlé pas mal pendant la crise du Covid, mais on avait envie de vous partager une illustration un peu plus agréable et poétique. Vous connaissez peut-être la légende de Sissa. Sissa avait... Non, c'est pas l'histoire du nénuphar. Je connais pas l'histoire. Sissa, le roi, son roi lui avait demandé de le divertir parce qu'il s'ennuyait et lui inventait un jeu et il lui a présenté les jeux d'échecs, le jeu d'échecs. Ça a beaucoup plu au roi, je vous le fais court, hein. Et du coup, comme il était très satisfait du travail de Sissa, il lui a demandé ce qu'il souhaitait comme récompense. Et Sissa a dit, je veux simplement que tu me mettes un grain de riz sur la première case du damier, enfin du jeu d'échecs, et que tu doubles le nombre de riz après chacune des cases. Donc on a un grain de riz sur la première case, on en a 32 sur la cinquième case, mais ça n'est pas une logique, enfin une suite linéaire, c'est une suite exponentielle. Et quand on arrive à la dernière case, on est à ce chiffre-là, que je ne saurais pas prononcer, et que certains chercheurs se sont amusés à traduire en kilos, et ça ressemblerait à l'équivalent de 1500 ans de production de riz mondiale à l'ère moderne. Donc on est sur quelque chose qui est incommensurable. Et on ne peut pas imaginer, quand on double en deuxième case le grain de riz de 1 à 2, on ne peut pas imaginer qu'on va générer 62 cases plus loin cette quantité astronomique et incommensurable. Donc on est vraiment dans ce sujet-là, et c'est un peu ça auquel on est confronté dans la transformation des organisations ou du système économique au sens large aujourd'hui, c'est qu'on est dans une dynamique qui est relativement linéaire, très plate, qui ne va pas très vite, alors qu'en face ou en parallèle, on a une transformation qui est exponentielle et on a commencé à aborder la courbe en J, c'est-à-dire la montée en flèche des transformations. Vous l'avez vu en 2023, on est à 1,48 degrés de plus que l'ère pré-industrielle. Donc les 1,5 degré, on les a déjà atteints, bien avant 2040, bien avant 2050. Voilà, donc l'enjeu pour nous, c'est comment on fait pour réduire cet écart croissant entre les dynamiques de changement du climat et de destruction du vivant et nos propres transformations, et comment on peut faire pour transformer le système économique qui est probablement le principal responsable de cet anthropocène qu'on a lancé depuis le début de la révolution industrielle. En fait, l'amplification, c'est une proposition, c'est un scénario qui est d'une certaine manière le super pouvoir des organes pour contrer cet emballement climatique, parce qu'il va permettre, par un processus euh, un peu chaotique au démarrage, de réunir ou de rendre possible, au travers de petites actions, des effets positifs qui seront disproportionnément plus grands que ce qu'on aura lancé de façon individuelle ou séparée, et qui généreront une mise en action collective de nature exponentielle. Donc, c'est le moyen de passer d'une logique linéaire à une logique exponentielle dans un écosystème élargi, et idéalement dans un écosystème monde. Donc, c'est ça qu'on va regarder d'un peu plus près aujourd'hui. Ce qu'on voit, donc c'est cette logique d'emballement positif, hein, qu'on cherche à faire. Et donc, ce que vous pouvez voir, c'est l'amplification, hein, c'est cette courbe en J, de cette courbe exponentielle. On voit bien que pendant un certain temps, elle est relativement plate, voire euh, elle n'a pas l'air de croître. Et à un moment, et c'est au moment où on fait ce saut quantique, à un moment, dans la phase régénérative, la mise en action et les impacts sont clairement exponentiels, et c'est ça qu'on va chercher. Le problème avec ça, c'est que on doit faire tout le chemin qui n'avance pas ou qui ne bouge pas beaucoup et qui reste très plein pendant un certain temps, passer du business as usual à l'entreprise responsable et à l'entreprise restaurative. Et pour ça, en fait, on doit faire avec l'inertie des systèmes. C'est très difficile de faire bouger une organe, et c'est donc
essentiel de notre point de vue de bien comprendre les leviers de transfo de chaque niveau de maturité d'organisation. Il faut faire avec le manque de résultats aussi, parce que les changements massifs qu'on espère ou qu'on souhaite déclencher, on ne les voit pas. Ils sont invisibles ou inaccessibles, surtout au démarrage, et tant qu'on n'a pas basculé en mode régénératif. Et puis, il faut faire aussi avec le manque de collaboration et de coopération indispensable pour mettre cette dynamique en œuvre et qui demande du coup, pour ceux comme nous qui sommes dans cette ambition et cette énergie à vouloir transformer les choses, bah, il faut beaucoup de patience et beaucoup d'abnégation. Et c'est ça qu'on va regarder un petit peu, c'est comment on peut s'appuyer sur l'amplification pour réduire cette impatience brûlante et pour mieux vivre cette situation complexe et difficile à piloter. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant de raisonner en termes d'amplification? D'abord parce qu'il y a cette logique exponentielle, ce qu'on appelle l'empuissancement de chacune des actions qui se conjugue à d'autres et qui, à un moment, va avoir un impact bien supérieur à ce qu'on avait imaginé ou ce qu'on avait mis en œuvre au démarrage. C'est une logique d'effet papillon. Ça veut dire que ça nous permet d'agir tout de suite et d'agir même petit pas par petit pas et même de façon modeste, puisqu'on ne sait pas quels sont les enchaînements d'actions qui vont provoquer une mécanique plus large et une dynamique de type exponentiel. L'amplification, elle s'appuie aussi, elle suit les lois du vivant et les dynamiques organiques. Elle est donc non linéaire. C'est des seuils, c'est des passages de seuil qui peuvent être relativement importants d'un coup. Donc, on peut être dans une situation où on a le sentiment que rien ne change et d'un seul coup, on fait un saut. Et c'est ça qu'il faut regarder. Et on ne peut pas anticiper les effets rebonds positifs que les actions qu'on met en œuvre vont pouvoir générer. Faut imaginer à la fois, là on précise graines, arbres, fruits, le fait de planter une graine peut générer quelques années plus tard des centaines de kilos de fruits. C'est un peu cette idée-là, mais dans une logique plus élargie. C'est aussi, je ne vais pas vous le raconter là, mais vous pourrez le retrouver, on pourra vous le repartager ensuite, c'est les effets de la réintroduction du loup dans le parc Yellowstone aux États-Unis il y a 40 ans, qui ont complètement transformé l'écosystème et renforcé très largement la biodiversité et la vie au sein de ce grand parc naturel où l'homme n'a plus le droit d'aller, enfin, n'a plus le droit d'intervenir de façon mécanique ou industrielle là-bas. Donc il y a des lois du vivant, il y a une dynamique qui rend ça possible. Et puis l'amplification, c'est aussi un métaprocessus, c'est-à-dire c'est un guide qui nous permet de pouvoir suivre et accompagner nos actions et nos transformations sans se décourager, parce qu'en fait, il est inclusif de tout ce qu'on peut mettre au service de cette logique de régénération. Et il nous donne des points de repère qu'on peut suivre tranquillement. On va y revenir un petit peu plus tard. Et ce côté inclusif, c'est aussi, il rend possible aussi des dynamiques fractales. On peut le voir aujourd'hui avec des initiatives à l'international avec les Bicorp, le fait qu'il y ait 5 piliers qui soient les mêmes avec un questionnaire très précis, très ambitieux, qui fait que chaque bicorp, il doit y en avoir 8 ou 10 000 aujourd'hui, je ne sais plus parce que ça va très vite, chaque bicorp se met au diapason de toutes les autres en suivant ce guide-là. Et il y en a de plus en plus, et il y a une accélération du nombre de bicorps dans le monde. Aujourd'hui, 10 000 entreprises dans le monde, c'est rien du tout. Mais il y a 3 ans, il n'y en avait que 2 000, et puis dans 5 ans, il y en aura peut-être plusieurs dizaines de milliers ou plusieurs centaines de milliers. Pareil avec la CEC, la Convention des entreprises pour le climat. Vous avez un groupe de 150 entreprises qui a fait la première CEC et qui aujourd'hui essaime avec des CEC territoriales, des CEC par réseau, par métier, sectoriel. Et on passe de 150 à bientôt 1000 entreprises qui sont là-dedans en moins de 2 ans. Là aussi, avec des fondamentaux communs, un vécu partagé, une expérience partagée, donc une dynamique qui se met en œuvre et qui est pertinente. Et on voit dans les travaux, on a la chance d'être impliqué un peu avec la CEC, on voit dans les travaux qui sont mis en place qu'il y a énormément de choses autour de communs qui sont partagés par l'ensemble des entreprises et donc de dynamiques qui permettent d'aller plus loin. Ça rend possible quelque chose qui est difficile à faire tout seul quand on n'a pas cette visibilité-là. Comment est-ce qu'on peut amplifier? Bah, d'abord, en utilisant les 3 leviers qu'on vous a partagés pendant les précédents cafés régénératifs, donc la culture managériale, la gouvernance et le business model.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on va utiliser les trois leviers à chaque niveau de maturité des organisations, depuis business as usual jusqu'à régénératif, mais de façon différente, dans un ordre éventuellement différent, et surtout avec une intensité et une modalité différente à chaque niveau. On va s'adapter pour chacun des leviers à la réalité et à la capacité et au niveau de maturité de chaque organisation. Ensuite, ça permet, il faut en fait, et c'est ce que permet cette logique d'amplification, c'est prendre de l'élan parce qu'il y a beaucoup d'inertie. Il faut générer un momentum qui, même s'il n'a pas beaucoup d'effets apparents au démarrage, parce que c'est toujours pareil quand on veut déplacer un bus dont le moteur est en panne, il faut beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts pour faire les premiers centimètres, et puis ensuite les roues se mettent en marche, et puis il y a une inertie, un momentum, et donc les centimètres suivants et les mètres suivants demandent moins d'énergie et moins de force. C'est la même Mhm. chose quand on est dans une logique d'amplification, ça permet de mettre cette énergie et de mettre cet élan là-dedans. Euh, c'est important de réfléchir à ne pas essayer d'obtenir des résultats, ne pas penser aux résultats. C'est hyper difficile dans notre culture, notre modalité de fonctionnement. Mais en fait, on travaille pour les générations suivantes, on ne travaille pas pour avoir des résultats immédiats. Et si on se concentre sur avoir un impact visible et pouvoir dire, ça y est, on a réussi, en fait, on s'enferme dans des mécanismes qui sont inadaptés aux logiques d'amplification. Donc, lâcher l'impératif de résultat et se concentrer sur les bascules de conscience des individus et des collectifs à chaque niveau de maturité, c'est un élément bien plus puissant, bien plus efficace que de chercher à aboutir où que ce soit. Et puis, dernier point, c'est agir en écosystème, faire avec d'autres et diversifier le plus possible euh, l'écosystème avec lequel on va travailler parce que c'est dans cette dynamique-là qu'on va démultiplier la capacité à un nombre croissant d'écosystèmes à fonctionner ensemble et à reproduire, toujours dans cette logique fractale, à reproduire les mêmes dynamiques pour déployer de façon la plus large possible. Et puis, on commence avec un écosystème, on en touche un deuxième, ce deuxième en touche un autre, ça fait 3, et puis les trois en touchent chacun un de plus, ça fait 6, etc., etc. Et on arrive à cette logique d'amplification derrière. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est de voir aussi, donc c'est ça que que je souhaitais aussi pouvoir vous partager, c'est comment on passe d'un niveau à un autre. Donc si on regarde le premier niveau, le business as usual, donc c'est les entreprises hein, au sens large, celles dont la raison d'être est centrée sur la génération de profit. Ce qu'on voit, c'est que là, ce qu'il va falloir travailler au niveau des trois leviers, c'est principalement le levier de la culture pour pouvoir commencer à déployer un petit peu plus d'autonomie dans les équipes et puis rendre possible l'innovation et la capacité à regarder les choses différemment. Et ça va nous amener vers des logiques de performance un peu différentes où on va introduire pas juste la performance économique et financière, mais aussi la performance extra-financière. Et c'est au travers de ce travail-là, en travaillant beaucoup au niveau des dirigeants, parce que c'est les dirigeants qui prennent cette décision-là, ou les actionnaires, ça permet de basculer vers l'entreprise responsable. Et dans l'entreprise responsable, le sujet à travailler, une fois qu'on a dans l'organisation quelque chose autour de la RSE, c'est de petit à petit, et donc là on travaille plus sur la gouvernance et le business model, la gouvernance pour que les actionnaires l'autorisent et le business model Ça pour... volait là. Pardon? Et donc la gouvernance pour faire le business model pardon pour faire en sorte que la RSE, les enjeux sociaux et écologiques rentrent au cœur de la stratégie de l'entreprise. C'est ça qui va faire qu'à un moment on va pouvoir basculer vers une entreprise restaurative. Et au sein de l'entreprise restaurative, là, on a fait un shift en termes de business model et c'est vraiment le business model qu'on va continuer à explorer fortement puisque l'enjeu n'est plus de faire de l'argent ou du profit, mais l'enjeu est d'utiliser ces moyens économiques de façon à restaurer ou à réparer le vivant dans le cadre de l'activité de l'entreprise. Il y a déjà énormément de méthodes et d'outils qui sont disponibles. Là, vous voyez, perma-entreprise, théorie du donut, etc. C'est des cadres de référence et c'est des outils ou des méthodes qui rendent ça accessible, mais qui ne sont accessibles que si on est déjà dans ce niveau de maturité. Une fois qu'on a fait ce travail-là, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de l'entreprise restaurative, on reste dans une posture anthropocentrée. Donc l'enjeu là, une des clés pour aller vers l'entreprise régénérative,
c'est de sortir de cette logique anthropocentrée et de se dire qu'en fait, l'activité qu'on porte ou qu'on mène, elle est partie intégrante du vivant, elle est dans l'écosystème ou dans le cycle de création de valeur et de destruction de création et de destruction de la vie. Et donc, c'est en regardant ça et en se mettant au service du vivant qu'on va pouvoir faire cette bascule et rentrer dans une logique régénérative. C'est là où il y a un changement de paradigme majeur, puisqu'on dépasse les notions de croissance et de capitalisme. On est dans du post-capitalisme, du post-croissance, on est au service du vivant. Et là, il y a tout ce qui est autour de l'entreprise symbiotique, tout ce que fait Lumia, les formations Butterfly, le travail de la Convention des entreprises pour le climat avec les feuilles de route régénératives, c'est ça, hein, le chemin qui mène. Et pourquoi ils y arrivent? Parce qu'ils se mettent en écosystème et qu'ils fonctionnent dans une logique diversifiée, à plusieurs, avec des enjeux qui sont pas nécessairement convergents au départ, mais qui sont connectés autour de ces enjeux du vivant. Voilà ce qu'on voulait vous partager autour de l'amplification, cette logique de métaprocessus et cette dynamique qui rend possible quelque chose qui prend un temps de dingue, pas nécessairement le pognon, mais le temps certainement, et qui demande de changer énormément de choses en termes de gouvernance, de business model et de culture d'organisation. Mm. Comme tout ceci est très conceptuel, Vanessa va vous partager maintenant un exemple, une illustration de quelque chose qu'on a trouvé qui est particulièrement Ouais, intéressant. Et on ouais. ira un peu plus derrière, on ira un peu plus dans la clarification et des échanges autour de ces sujets. Merci, Yael. Oui, on avait aujourd'hui envie d'essayer d'illustrer ça aussi avec... Alors, Yael, tu as, quand même partagé pas mal de choses aussi assez concrètes dans le déroulé, mais ça s'attardait sur un cas particulier, donc, qui n'est pas une entreprise. On avait pensé aussi à Interface. Vous connaissez bien ce fabricant de moquettes qui a su aligner ses modèles idéologiques, économiques et industriels. Mais ça, on vous le détaillera plus dans la bibliographie qu'on vous remettra à l'issue du Café Regen. Là, non, on s'est attardé sur cette logique, enfin, sur un cas où cette logique se retrouve, qui est une logique plutôt de territoire. Ce territoire, c'est la Biovallée. Et en fait, la Biovallée, donc, avant de rentrer dans le détail, c'est l'histoire d'une transformation visionnaire qui a été initiée par des pionniers dans les années 70-80 autour d'une rivière qui était maltraitée, qui était un vrai dépotoir, et cette rivière, c'est la Drôme, et qui est devenue le cœur d'un projet commun qui a transformé la vallée en un modèle de développement durable, écologique et solidaire. Donc, sur la slide suivante, on voit cette trajectoire qu'a empruntée la vallée. Je vais vous accompagner sur cette trajectoire pour que vous compreniez ce qui s'est passé. Le départ de la transformation était très modeste. Et si maintenant je devais commencer par la fin, je dirais que ce projet a pu voir le jour grâce à trois grandes composantes, notamment le fait qu'il y ait une population pionnière dans la transition, des défis aussi liés à une terre avec des sols pauvres qui obligeaient à imaginer une agriculture alternative et un esprit de collaboration intercommunale, interacteurs privés, publics très fort. Et donc, pour vous raconter l'histoire, ça démarre dans les années 70 avec l'arrivée de néo-ruraux, ce qu'on appelle de néo-ruraux dans cette vallée de la Drôme. C'est des jeunes issus de pays européens, de France, Pays-Bas, Belgique, Suisse, et qui sont très influencés par des idéaux post-matérialistes et écologiques de la fin de la génération de mai 68 et qui viennent pour s'installer dans une région qui est marquée par l'exode rural, qui est un peu en désertification. Ils viennent avec donc ces idéaux-là, ils initient des nouvelles activités rurales, la production de plantes médicinales, l'agriculture biologique, l'élevage, et ils insufflent une nouvelle dynamique dans cette région. Les gens sont au départ curieux, accueillent justement ces nouvelles visions et laissent la place à ces gens venant de l'extérieur pour initier ces dynamiques. Et dans les années 80, il y a un groupe d'élus qui a
pris un peu le parti de sauter sur ces initiatives-là et en tout cas de marquer le pas pour nettoyer en profondeur la Drôme et a initié une importante mobilisation commune des habitants et des acteurs du territoire. Et donc, ce qui s'est passé, parce que la vallée de enfin, la Drôme est redevenue une rivière baignable, elle était interdite aux enfants, elle est redevenue source de bien-être et d'équilibre. Et ça a été ce symbole de l'image d'un territoire qui rassemble ceux qui y vivent et qui travaillent. Suite à toute cette mobilisation, en 2002, la marque de territoire BioVallée va naître. Ça veut dire la vallée du vivant, littéralement. C'est une marque au début qui a vocation de valoriser les initiatives locales. C'est comme un label pour les produits et les services de la vallée. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à partir de ces premières pierres, vont se construire des projets environnementaux de plus grande ampleur qui vont être soutenus par des pouvoirs publics. Donc là, on voit le grand projet Rhône-Alpes qui va apporter de premières subventions. Et une multitude d'initiatives d'acteurs privés, d'élus et de citoyens vont émerger pour nourrir une dynamique collective et de développement durable dans cette vallée du vivant. Je viendrai plus concrètement, mais en gros, quand la BioVallée a été sélectionnée comme grand projet Rhône-Alpes, GPRA, ils ont reçu 10 millions d'euros de subventions qui leur ont permis de lancer presque 200 projets dans les énergies renouvelables, dans l'agriculture biologique, dans l'éco-construction, etc., etc. Euh, Ils ont scellé un peu cette dynamique en créant l'association qui s'appelle BioValley. Donc, c'est une marque, mais c'est aussi une association qui a pour but principal de promouvoir le développement humain durable dans la vallée. Ils se retrouvent autour de 4 collèges sont formés autour d'un pacte écologique et solidaire. Ces 4 collèges, c'est des entreprises, des associations, des collectivités et des habitants. Il y a même l'initiateur de la BioVallée qui a initié une réflexion pour aussi avoir un 5e collège avec le vivant non humain. Et en fait, depuis plus de 10 ans, BioVallée a su embarquer ses intercommunalités et ses nombreux acteurs locaux. Ils s'organisent en archipels, enfin en îlots et en projets autour de la nature et la biodiversité pour promouvoir un système alimentaire local, renforcer la biodiversité et sensibiliser la population à l'autonomie alimentaire. Ils ont aussi des entreprises qui sont mobilisées pour agir concrètement. Alors, soit ces entreprises, elles vont fournir des soutiens financiers à l'association BioVallée, mais elles vont aussi bénéficier d'un accompagnement de BioVallée dans leur transition vers un modèle durable. Il y a également plusieurs hébergeurs qui se sont mutualisés pour des pratiques dans du tourisme durable. Il y a des pratiques autour de la comptabilité environnementale, du bilan carbone. Euh, donc, c'est une très, très belle histoire qui s'est construite et les ingrédients qui ont permis justement cette amplification, on retrouve un peu, même beaucoup de ce que nous a partagé tout à l'heure Yaël. Il y a le fait déjà qu'on soit sur un territoire laboratoire, un territoire culturellement assez fort aussi par le passé de résistance, un territoire de laboratoire parce que c'est un endroit où on va faire des expérimentations, qu'on a une vision assez radicale fondée sur cette coopération entre acteurs. On travaille avec aussi des universités. Ils développent des observatoires de bonnes pratiques. BioVallée fait partie d'un réseau de biodistricts européens. La gouvernance systémique est aussi essentielle et c'est ce qui a permis un travail coopératif sur du temps long parce que ça fait près de 40 années que tout ça a été mis en place. Donc le fait qu'on implique associations, habitants, collectivités, entreprises, c'est ce qui a permis aussi la pérennité de ce projet-là. La construction et l'envie de construire des solutions en commun. On ne se vit pas comme des concurrents, mais on se vit vraiment comme des parties prenantes pour accompagner une même dynamique. Et donc, là, on a des exemples, par exemple, d'une épicerie biologique qui s'est associée avec
plateformes de logistique pour des cantines, et donc qui sont deux structures intermédiaires d'approvisionnement qui ont mis en lien petits producteurs bio et consommateurs, et ce qui a permis en fait de préserver une marge importante pour les producteurs. On a aussi le cas d'un Fab Lab où au démarrage, donc, il y avait des utilisateurs d'imprimantes 3D au sein de ce Fab Lab qui se sont en échangeant de façon assez informelle et qui ont réussi à se coordonner pour que les déchets des uns deviennent les intrants des autres. Donc voilà, il y a ces dynamiques-là qui sont au cœur de la BioVallée. Et tout ça vers un impact positif. Alors, je ne peux pas déployer tout ce qui se met en place, mais on parle d'un territoire, d'un carrefour de biodiversité avec plus de 5000 espèces végétales, un territoire qui, de la maternelle à la formation professionnelle, inscrit le développement durable dans ses enseignements. On a parlé des éco-hébergements qui veulent offrir cette région riche en culture et en artisanat comme une destination de qualité. On a plus de 1000 associations locales sur le territoire, l'ESS qui représente près de 20% des emplois salariés. C'est aussi une région économiquement attractive. Elle est leader en innovation durable. Il y a une grande société de déconstruction de véhicules qui sera bientôt un producteur massif d'électricité photovoltaïque. Il y a Sanoflore et le groupe L'Oréal qui formulent des cosmétiques bio pour le monde entier. Ils sont aussi très forts en énergie renouvelable, en éco-construction. C'est le premier territoire bio de France. Ils ont près de 40% de leurs surfaces agricoles qui sont bio-certifiées, là où la France en est à 5 à 10%, je crois. Donc voilà, ça fait beaucoup de choses. Et en fait, pour conclure sur le cas de la BioVallée, et par ce mot justement d'un des initiateurs, ce qu'il disait, c'est qu'on est passé d'un arrière-pays d'une période productiviste à un avant-pays de la qualité. Je trouvais ça assez joli comme image pour justement expliquer tout ce parcours qui a été construit au fil de ces années. Voilà pour la BioVallée. On avait envie, du coup, avec Yael, de laisser décanter un peu tout ce que vous venez de recevoir, parce que je pense que c'était assez riche, assez dense, et vous proposer de partir en sous-groupe pour 10 minutes avec deux questions. Là, tout de suite, quelles sont vos premières réactions à chaud sur ce sujet-là? Et puis ensuite, parce que j'imagine qu'il y en aura, quels sont vos besoins de clarification ou vos questions autour de ce thème? Nous, on est du coup prêts à vous écouter. Si par groupe, il y a une personne qui souhaite échanger sur ces deux temps, le temps 1, le temps 2, de comment vous vous êtes senti, et puis si vous aviez besoin de clarification ou de questions. Dans les grandes lignes, toi, tu as beaucoup parlé de pédagogie, Jacques. Et après, il y avait la question qui vous animait sur la marque d'un territoire qui fédère. Ça, c'était quelque chose, vous ne l'avez pas forcément formulé comme ça. Et toi, tu es parti dans toutes les considérations avec Marion d'ailleurs et Gwenola, je crois, de l'exemple qui est quand même, qui donne à voir que c'est faisable et que c'est utile pour un premier mouvement. Et tu nous as donné tout l'exemple de l'agrégat par filière avec l'alimentation, en partant d'un constat simple qui fédère, qui est de dire mieux manger, moins gaspiller. Finalement, tout le monde y adhère à ce postulat de départ. Et du coup, grâce à ça, il y a une espèce de mouvement qui peut se mettre en place qui allie à la fois l'approche sectorielle et l'approche territoriale. L'exemple BioVallée est quand même assez impressionnant. Mm. Et ce qu'on s'est dit, c'est que en prenant la dimension territoriale, on passe quasiment tout de suite dans l'action. Mm. Mm. Et avec des choses tangibles, des acteurs limités en nombre, enfin limités, ça dépend de la taille de la collectivité locale, hein. Mais toi, si on croise un thème et un territoire, si je reprends celui qu'on a évoqué, qui est celui de mieux consommer, mieux manger, mieux se nourrir, enfin, etc., et qu'on embarque tous les acteurs qui sont sur cette filière sur ce territoire, je sais pas, mettons qu'on ait une cinquantaine d'acteurs entre les agriculteurs, les retailers, etc., créer un premier pool
vers le régénératif avec ce collectif-là et donner les clés de l'animation de ce collectif à la région, enfin au territoire concerné, on peut arriver tout de suite à des résultats. Mm. Enfin, quand je dis tout de suite, assez vite à des résultats. Ce qu'on craint avec, enfin ce qu'on craint, non, je sais pas ce qu'on craint. La question qu'on a posée sur la démarche des 4 étapes, c'est structurellement et du point de vue de la pédagogie, c'est totalement compréhensible. Hmm. La question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est pas trop, est-ce que ça fait pas un peu trop la montagne à gravir, toi? Hmm. Et en rentrant par de l'applicatif, je trouve que pour ça, moi, je suis bluffé par BioValley, hein. Alors Hmm. après, je sais pas quel est le facteur temps entre l'idée initiale et les premiers résultats, mais je trouve que c'est vraiment très très intéressant. Hmm. Toutes les parties prenantes sur une thématique ou une filière, génial. Ouais, carrément. Et ça, c'est Oui, jamais fait. je pense pour rebondir sur ce facteur temps, Jacques, que les premiers néo-ruraux, quand ils sont arrivés en 70 sur le territoire, n'avaient peut-être pas, enfin, n'imaginaient pas où on en serait aujourd'hui et les résultats qu'ils pouvaient espérer. Je pense que c'est une succession de petits pas Hmm. qui fait que bah, aujourd'hui, oui, le mouvement s'est amplifié, ça, il l'espérait peut-être, mais je pense qu'il pouvait peut-être pas se projeter dans le contexte actuel et les résultats qu'ils obtiennent aujourd'hui. Je partage complètement. Et c'est peut-être ça aujourd'hui qui est intéressant, c'est d'être capable de redéployer la quantité d'expérience qu'ils ont vécu pour en arriver là, enfin qu'ils ont eu pour en arriver là, et que nous, on puisse, enfin nous, c'est que la démarche puisse faire l'objet d'une duplication, d'une Hmm. accélération par l'exemple. Oui. C'est-à-dire en fait qu'on soit dans un modèle tourné vers l'action, quoi. Et Donc, si possible qu'on le fasse sur plusieurs territoires. Je suis déjà dedans là, donc je suis un ouais. peu. Ouais, C'est tourné par l'action, mais comme disait, je ne sais plus si c'est Yael ou Vanessa tout à l'heure, complètement décorrélé des résultats qu'on peut attendre. oui. Exactement. Et c'est ça qui est très difficile à présenter ou à faire accepter par des industriels aujourd'hui, c'est que les résultats, on les verra peut-être pas dans la décennie qui vient. Hmm. C'est-à-dire, on va chercher à transformer, à faire évoluer nos pratiques, nos organisations, nos business models, etc., vers quelque chose dont on verra pas les résultats. Mais ça, il faut qu'on accepte. Enfin, moi, j'ai une expression que j'aime bien, c'est peu importe la destination, l'essentiel, c'est le chemin. Bah, là, c'est un petit peu le même sujet. Hmm. C'est, faut qu'on crante. C'est ce que je trouve intéressant dans le parcours que tu nous as présenté, Vanessa, c'est euh, on voit bien que c'est quelque chose qui s'est écrit au fil Hmm. des expériences. Mm. Donc il faut avoir l'humilité de ça, c'est de se dire, on attend, enfin, on veut faire mieux. Le mieux, on le qualifiera au fur et à mesure de nos expériences. Je trouve ça, euh, trouver une collectivité locale prête à ça, c'est formidable. Moi, je veux bien qu'on rebondir avec notre petit groupe parce ça fait bien écho à ce qu'on vient de dire là, sur la fin. Nous, on a notamment été assez impressionnés par le lâcher-prise nécessaire, effectivement, sur cette histoire de résultats immédiats et aussi immédiatement valorisables, démontrables, etc. Euh, et sans savoir à l'avance non plus quand est-ce qu'il y aura des sauts, quand est-ce qu'il y aura Oui. des portes qui vont s'ouvrir, type une subvention, type un soutien politique, etc. et tout. Et on a été aussi impressionnés par ce qu'on a appelé avoir le courage d'une approche humble. Parce que Hmm. quelque part, cette approche, elle nous semble assez modélisante de comment sortir de l'anthropocentré, justement, en acceptant d'abord que c'est le temps long, que ça va traverser des générations, qu'il va falloir aussi transmettre du coup aux générations suivantes. Et on a des questions autour de ça, de comment on transmet. Mais donc, c'est hyper fort et en termes de pas de côté, c'est pas qu'un petit pas de côté, quoi. Et du coup, nos questions, elles étaient beaucoup autour de ça. C'est comment on arrive à la fois créer ces dynamiques de démarrage et convaincre, c'est ce que tu disais là sur des industriels, comment tu arrives à les convaincre d'aller bosser sur le temps long comme ça, une démarche comme ça. Donc la dynamique de démarrage, mais pas seulement. Après, c'est la course de fond.
comment tu maintiens la course de fond, comment tu fais qu'il n'y ait pas d'épuisement, de démotivation, etc. Comment tu lâches non seulement sur les résultats, mais presque en écho avec ce que vous venez de dire, comment tu lâches sur ce qu'on va atteindre au final. Parce que même Oui. ça, c'est pas clair et ça se construit au fur et à mesure. C'est Mm. quand même juste le contraire de ce que font les boîtes en termes de stratégie, etc. et tout aujourd'hui. Et puis, malgré tout, du coup, dans ce cadre-là, comment répondre quand même à ce besoin de montrer qu'il y a des choses positives, qu'il y a quand même, et peut-être même remettre le mot quick win là-dedans, parce qu'on nous posera, c'est comment tu arrives quand même à démontrer qu'il y a des choses qui se passent et des gains au fur et à mesure du chemin, quoi. Les petits Ouais. cailloux blancs avant l'étoile. C'est là où c'est fondamental, surtout quand on arrive du côté de l'organisation restaurative, mais même avant, il y en a besoin. De toute façon, c'est fondamental de travailler sa gouvernance et notamment son rapport aux actionnaires pour que les actionnaires soient plus au centre des décisions et de la stratégie. Parce qu'en fait, ça, rien n'indique dans la loi que c'est l'actionnaire qui doit déterminer, qui détient le pouvoir exécutif. C'est l'habitude, c'est la logique capitaliste, mais c'est pas une obligation. Ça, on peut très bien se dire. C'est une fondation, ou c'est le vivant, ou c'est un collectif. Enfin, on le voit dans les coopératives notamment. Euh, et donc, du coup, il y a un travail à faire fondamental là-dedans pour modifier les ambitions et les enjeux de la gouvernance d'une organisation. Et ça nécessite évidemment d'aller créer une gouvernance collective sur une ambition qui est partagée et qui est écosystémique. C'est-à-dire que si on n'a pas une étoile du Nord hyper puissante, une raison d'être hyper puissante, ça peut pas durer 40 ans, c'est pas possible. Même si on sait qu'elle va évoluer au fil du temps, mais c'est ça qui permet de réunir et d'agir et d'activer. Et ensuite, j'imagine, parce que je connais pas moi les détails, tous les détails de BioValley, mais pour l'avoir vu dans d'autres endroits un peu moins phénoménaux, il y a des, enfin ça tourne aussi, c'est-à-dire qu'il y a des structures qui rentrent dedans et puis qui abandonnent à un moment et puis d'autres qui les rejoignent dans la durée et puis qui font évoluer tout ça. Donc c'est l'intention et la raison d'être centré sur les communs, l'intérêt général qui doit perdurer et qu'il faut nourrir et entretenir et soutenir pleinement. Et c'est la capacité à agir en gouvernance partagée dans une ambition qui est une ambition partagée autour de cette logique de commun et plutôt que dans une logique de compétition et tout ça. On voit bien le saut quantique, hein, c'est clairement sortir des logiques de compétition, de concurrence, de performance, de tous ces éléments-là. Donc c'est pour ça que ça prend du temps. Et les petits pas, ça démarre par faire changer ça dans les organisations, faire basculer les consciences des dirigeants pour qu'ils se disent qu'il y a peut-être autre chose à faire, que c'est pas juste du profit pour le profit, qu'il y a du sens à mettre. Mm. Et nous, ce qu'on constate, et pour le coup, le fait d'échanger avec Bicorp et avec d'autres entreprises Bicorp, ça nous a beaucoup aidé. Et ce qu'on constate, c'est à partir du moment où on lâche la perfection et qu'on rentre le besoin de perfection, il faut que ce soit parfait, il faut qu'on n'agit pas tant qu'on n'a pas le truc idéal et qu'on rentre par, en fait, on sait vers où on veut aller, mais on avance action après action et puis on modifie la direction s'il y a besoin, mais le cap est toujours le même. Ça fait vraiment toute la différence. Mais il nous manquait, et c'est de là que vient l'amplification, il nous manquait le fait de se dire tout seul, on va jamais s'en sortir, on n'a pas les moyens, on sert à rien, on n'a pas d'impact. Enfin, c'est l'effet négatif du colibri avec sa goutte d'eau pour éteindre l'incendie, Mm. quoi. Et une Mm. fois que j'ai vu que j'avais mis une goutte d'eau, où je vais, quoi. Donc voilà, c'est ça l'enjeu de l'amplification, c'est aussi de rendre accessible et en conscience le fait que ce que je fais peut avoir un impact bien au-delà de ce que je fais, de ce que j'essaye de faire directement. Pour porter pendant longtemps quelque chose, il y a aussi le fait de, dans un groupe où tout le monde a une croyance partagée, Mm. c'est beaucoup plus facile d'avancer Mm. que quand on s'extrait et qu'on se met dans un autre groupe où on est le seul à porter une croyance. Ouais. Et donc le fait d'être en collectif même est régénératif puisque en cas éventuellement de baisse d'énergie, le groupe porte une énergie en tant que tel. Mm. Exactement. Moi, je suis tout à fait d'accord. Et très clairement, du coup, c'est peut-être l'obligation d'avoir un modèle collaboratif progressif. Mm. On prenait l'exemple sur un territoire, il y a 50 acteurs de l'alimentation. Même s'il y en a que 6 qui sont prêts à démarrer, on démarre avec les 6, Oui. on en trouvera 3 autres, 4 autres, et
on change, c'est aussi le sujet du choix des indicateurs. Mm. Qu'est-ce qu'on mesure au fil de l'avancement, sachant qu'on ne sait pas ce qu'on aura au bout, mais ce qui est important, c'est que chaque mois, il y ait quelque chose qui est... Enfin, chaque mois. C'est que chaque période apporte son lot d'enseignements et de réorientation, quoi. Donc c'est pour reprendre des terminologies d'avant, c'est une technique agile, mais appliquée à des retours d'expérience locaux. Mm. Nous, ce qu'on avait vu dans notre groupe 4, on était dans la salle 4, c'était vraiment sur la logique du vivant. Ce qui est venu très clairement pour moi, et merci de compléter les quelques notes que j'ai pu prendre. Bien sûr, le temps long, bien sûr, le décilotage, avec cette difficulté de déciloter. Qu'est-ce que j'ai pu noter? Il y avait la notion aussi de courage que moi je sentais en filigrane, même si on ne l'a pas forcément si clairement explicité que ça. Et voilà, et avec une forme de danse perpétuelle entre la progression, la transformation individuelle et la progression du collectif. Et c'est vraiment cette notion de danse, l'un vers l'autre et l'autre vers l'un, et tout ça dans un regard écosystémique, quoi, et un écosystème pour avoir justement cette dimension systémique. J'ajouterais juste peut-être une chose, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la dualité entre d'un côté la performance individuelle, qui est vraiment l'apanage de notre société aujourd'hui, notamment du monde économique, versus la robustesse du collectif. Mm. Et je me rajouterais, parce que je n'en ai pas parlé pour les groupes, mais j'y pense là en vous voyant, on est 20, il y a 15 femmes et 5 hommes. Mm. Je ne sais pas si vous savez que l'intelligence collective, ils ont beaucoup étudié l'intelligence collective, notamment au MIT, aux États-Unis. Et il n'y a qu'un seul critère qui favorise l'intelligence collective, je ne sais pas si vous le connaissez. La En tout cas, dans mixité. toutes les études. C'est pas la mixité, c'est le taux de femmes dans le groupe. Plus il y a de Ah, femmes dans le groupe, plus il y a d'empathie, plus il y a d'écoute, et plus l'intelligence collective augmente. Et a priori, c'est le seul critère qui est ressorti. Donc je pense que l'avenir passera aussi par du collectif, donc plus de féminin. Ceci n'est pas forcément une question de genre assigné au départ, mais peut-être plus une question comment dire, d'impact sociétal sur la vision des hommes et des femmes. Ceci est un autre débat. mais Alors merci après, Gaëlle de voilà, je préciser ne ça. rentrerai pas dans ce Je- détail-là, mais en tout cas, oui, la nécessité d'empathie et d'écoute qui fait un peu trop peut-être des fois défaut chez certaines personnes, notamment dans le monde économique, où c'est le plus fort qui gueule le plus fort qui prend le pouvoir. Ce qu'on disait dans notre groupe, c'est un petit peu. Bon, la Drôme, c'est un territoire assez fertile en termes de, on va dire, d'innovation de manière générale, quitte à ce qu'en amont, ils soient même marginaux, souvent, en termes de collectif. Donc, il y a plein de choses qui prennent. Enfin, moi aussi, j'ai des exemples dans la Drôme en termes d'autoconsommation, de projets comme ça. Euh, et en fait, je me disais, en fait, pour que ça transforme, des fois, il y a des schémas où on dit, bah, il y en a, quand il n'y a qu'un seul, c'est marginal, puis après, c'est à partir du deuxième où ça devient un mouvement de groupe. Et je me disais, quels sont les territoires un peu fertiles Mm. sur ce type de dynamique et en fait, quels seraient ceux qui seraient en propension d'être le deuxième pour créer justement le passage à quelque chose de masse, quoi. Il y a une commune dans le nord. Oui. Comment ça? L'ensemble. Oui, Los Angeles, voilà, merci. Los Oui, Angeles oui. qui est dans cette logique-là. Donc, c'est un Oui. territoire plus petit parce que c'est juste une commune, mais c'est pareil, ça a démarré dans les années 80 avec le maire de l'époque, qui a été le maire pendant très longtemps, François Caron, je crois. Donc, ça, c'est un autre exemple. Ouais, moi, je vois que j'avais parlé des territoires zéro chômeur, mais c'est très spécifique. On n'est pas encore dans un truc écosystémique, mais. euh, Je pense que ce qui nous manque effectivement, enfin, ce qui peut être intéressant, c'est de voir comment cette logique qui a été mise en œuvre, elle peut être reproductible. Et je crois que, Vanessa, tu nous disais en aparté qu'il y a il y a des thèses, il y a des articles, enfin, il y a plein de choses qui ont Ah été... oui, il y a plein de travaux de recherche qui ont été faits dessus, même de statistiques après. Même le Shift Project aussi, dans le cadre de Mm. ces analyses de territoire, a fait des analyses sur eux. Voilà, enfin, ils sont très regardés. Et, ouais.
Et puis sur France Inter, vous avez un podcast. Et je crois que c'était là d'ailleurs que Marie de chez nous a eu l'idée aussi et a entendu pour la première fois parler de BioValley. Et d'ailleurs, pour BioValley, on se disait que pour la deuxième série de Café Regen, on aimerait bien avoir beaucoup plus d'intervenants et eux pourraient en faire partie. Ouais. Voilà. Donc, suivez-nous et on vous tient au courant. Ouais, je voulais juste intervenir parce qu'on parle beaucoup de territoire. Alors, c'est un petit peu ce qu'on a partagé aussi dans notre salle de, de discussion. Euh, moi, je suis plus tournée vers des industriels ou des entreprises en tant que telles. Et je pense qu'il y a une petite différence à faire entre les habitants d'un territoire et des salariés ou des collaborateurs d'entreprise. Et au-delà des territoires, ce dont on a parlé, c'est aussi peut-être des filières par secteur d'activité. C'est moins géographique, mais je pense que ça peut faire un collectif également. C'est un peu ce que fait la CEC avec ses CEC par secteur financier, consulting et nouveau récit, je crois. Ouais, 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 tout à fait. Moi, en question que j'avais, parce que évidemment, raconter comme ça, a posteriori, ça fait une belle histoire où tout semble rose. Mais ce serait intéressant, en fait, d'avoir une vision un peu plus contrastée avec, par exemple, les freins, les difficultés qu'ils ont rencontrées et voilà, et comment ils les ont levés. Parce que c'est là, je pense que dans ces petits, voilà, dans ce type d'obstacles que peut aussi se nourrir voilà, les apprentissages pour les autres Ouais. territoires. Ouais. J'ai peut-être un article qui pourrait t'éclairer là-dessus de la chaire UNESCO qui parle des limites. D'accord. Après, je pense qu'il faudrait vraiment faire des recherches un peu plus approfondies. Ouais. Mais ouais, il y a les facteurs clés de réussite et les limites avec des populations peut-être pas toujours entièrement concernées, un besoin de financement commun aussi pour fédérer, parce qu'on n'en a pas forcément reparlé, mais il y a quand même pas mal, il y a des éléments de subvention, donc d'intervention de l'État qui sont assez aussi moteurs sur l'amplification. Mhm. Et ce qu'il dit, c'est aussi besoin du constat d'une non-compétitivité aussi sur le marché traditionnel, parce que faut se dire qu'on part ensemble sur l'agriculture biologique, enfin voilà. Donc c'est une part de limite. Je pourrais t'envoyer l'article, enfin je pourrais vous envoyer l'article à tous d'ailleurs si ça vous intéresse. On va le mettre dans la ligne. Super, merci beaucoup. Ouais, je t'en prie. Ouais, merci de nous mettre tous les éléments dont vous parlez là, dans la biblio qu'on Ouais. recevra à la fin, Ouais. dans Ouais. quelques jours. Merci pour ça, pour le suivi aussi. Avec plaisir. On a même mieux parce qu'on a un site à vous partager. Peut-être tu peux le. Ah oui, Ouais. exact. Les cadeaux, ouais, Ah, merci. on a, En avant-première pour ouais, vous. avec tous les cafés Régène, on a collecté beaucoup d'infos, des liens qu'on a trouvés, des liens que vous nous avez transmis et tout ça. Et donc, on a créé un site Notion. Je ne sais pas si vous connaissez Notion, mais en tout cas, c'est un site qui permet de capitaliser et d'avoir un certain nombre de choses. Et sur ce site, vous trouverez plein de vidéos, d'articles, d'ouvrages, de références, d'écosystèmes, d'organisations, d'associations, de choses comme ça qu'on a identifiées, faisant partie des acteurs du régénératif. Et il y a même une section de contribution où vous pouvez Ouais. ajouter des choses. Alors, pour l'instant, on peut le faire que via la réponse à un questionnaire, vous mettez les éléments et ensuite nous, on le remet dans le site parce que on n'a pas trouvé encore comment faire pour que ça puisse être pleinement open source. Mais en tout cas, Facile. C'est facile. ben voilà, on va Ouais. trouver. Et donc, c'est l'idée de pouvoir avoir un commun collectif, c'est-à-dire un espace où on est en train de compiler nos compétences, nos connaissances, nos références pour tout le monde, pour que tout le monde puisse en profiter et qu'on ait quelque chose d'utile à tous. On va revenir vers vous rapidement avec le programme de 2024 pour les prochains Cafés Regen. Donc, il faut continuer à nous suivre sur LinkedIn pour avoir l'info. Et de toute façon, on vous communiquera les prochaines thématiques assez rapidement. Mais donc, on voit que vous repartez avec beaucoup d'énergie, d'espoir, du souffle, des points de travail et des échanges très riches et rebonds. Une nouvelle vision du lâcher prise, ouais. Ouais, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord, Florence. Ouais. C'est intéressant d'ailleurs comme sujet, je trouve. Ah, carrément.
Ouais, le sujet du lâcher-prise, à mon avis, il y a un truc. Juste parce que là, je vois que par exemple, retrouver les replays et puis le lien dont tu nous parlais, le sépare ici, comment on y accède en fait? Pour tous ceux qui sont inscrits à chaque événement, vous recevez normalement à chaque fois un mail avec tout le récap, les slides, les liens et aussi le lien vers la vidéo. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous écrire sur LinkedIn ou ailleurs et on vous renverra tout ça. Un énorme merci. Merci à vous. Merci Merci, à tous. merci. À bientôt et passez une bonne Merci beaucoup. Et une belle année 2024 régénérative à tous.